Bonjour. Alors, toujours dans cette série 4 des travaux dirigés d'électromagnétisme, on va maintenant entamer l'exercice numéro 2. Alors, dans l'exercice numéro 2, on vous dit qu'on a un circuit sous forme d'un cadre rectangulaire, que vous voyez ici, de surface S et ayant une résistance R. Il est maintenu en position verticale et tourne avec une vitesse angulaire oméga qui est selon EZ. Donc EZ, c'est dans cette direction-là. Et le cadre, il va tourner, bien sûr, dans cette direction qui est compatible avec l'orientation de l'axe Z. Donc c'est dans ce sens-là. Bien sûr, il faut fournir de l'énergie mécanique avec un moteur pour le faire tourner. Il est plongé dans une région de l'espace dans laquelle règne un champ magnétique uniforme dans la direction EX, dans cette direction-là. Voilà. Et la troisième direction qui reste, EY, elle est dans ce sens. Donc ça, c'est le repère d'espace qui va nous permettre de se situer par rapport à ces dispositifs qui sont là. Maintenant, la première question, calculer la force électromotrice induite dans le circuit. Donc voilà, j'ai fait un schéma de ce circuit-là. Et donc, il s'agit d'un phénomène, comme vous voyez. J'ai un champ magnétique, j'ai un circuit, il n'y a aucun courant, il n'y a aucun générateur. Et maintenant, on vous dit il y a une force électromotrice. D'où va venir cette force électromotrice? Elle va venir bien sûr du champ magnétique, d'une façon ou d'une autre. Et donc c'est un phénomène d'induction. Donc je vais écrire c'est un phénomène d'induction. Phénomène d'induction. Et d'induction électromagnétique. D'induction magnétique. Qui veut dire que dans le cadre, il va apparaître donc, ce qui veut dire que on aurait donc une force électromotrice. Force électromotrice. On appelle FEM. Qu'est-ce que ça veut dire force électromotrice? C'est une force qui va induire, motrice veut dire mouvement, et électro, ça veut dire des électrons, donc mouvement des électrons. Donc c'est un courant qui est induit. C'est une force qui va agir sur les électrons pour les mettre en mouvement, tout simplement. Donc c'est E. Il a la dimension d'une différence de potentiel. Donc c'est une différence de potentiel dans le circuit qui va apparaître. Donc dans le phénomène d'induction, cette force électromotrice elle est due, et c'est une conséquence d'une variation du flux de champ magnétique par rapport, bien sûr, en fonction du temps. Donc c'est ça la force électromotrice. Donc phi B, c'est quoi? C'est le flux de P, de champ B, à travers le circuit. Quand je dis à travers le circuit, ça veut dire à travers la surface du circuit. Parce que le flux c'est défini à travers une surface. Donc je le calcule d'abord. Donc la formule générale c'est ça. Et je vais explorer toute la surface du circuit. Voilà. Maintenant, essayez de voir là, j'ai un champ magnétique ici, j'ai une surface là. Alors je vais exploiter le fait que B est constant sur la surface parce que B est uniforme. Donc B uniforme. Donc elle est constante partout. Donc en particulier, elle est constante sur la surface. Ce qui veut dire que phi B, automatiquement c'est B scalaire S. Avec, bien sûr, je dois un petit peu voir comment ça se passe, les directions donc de B et de S. B, il a une direction fixe. Il est toujours selon EX. C'est donné dans l'énoncé. Donc B, c'est selon EX. B, elle est parallèle à EX, égale B, EX. Le S maintenant. Alors la surface S, là il faut faire attention, il est toujours le vecteur surface. Il est perpendiculaire à la surface elle-même. Donc vous avez une surface là, et donc automatiquement le vecteur surface, il est perpendiculaire à cette surface. Donc pour bien voir ça, je vais essayer de regarder d'en haut, c'est-à-dire sur le plan XY. Sur le plan XY. Donc je vais regarder perpendiculairement à l'axe Z, donc je vais regarder à partir du haut,
voilà ce que j'aurai. J'aurai l'axe EX dans cette direction. J'aurai l'axe EY dans cette direction. J'aurai l'axe Z dans cette direction. Et j'aurai mon, bien sûr, mon cadre, il va avoir une direction qui va être comme ça, il va prendre n'importe quelle direction, tout simplement. Bon, ça va être comme ça, perpendiculairement à mon plan XY. Donc, il tourne autour de EZ. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais exploiter le fait que, bon, on vous dit qu'à l'instant t égale 0, je vais prendre qu'à l'instant t égale 0, il est dirigé selon P. Ça, c'est un autre instant après avoir fait presque un tour, donc il est revenu là. Mais en fait, au départ, parce qu'il tourne à droite, donc au départ, le S était ici, avec B. Puis, bon, je vais faire l'instant initial. Alors, l'instant initial, je vais essayer de prolonger ça. Je vais faire en vert. Alors, en vert, j'ai l'instant initial, ma spire, c'est comme ça, rectangulaire. Ça, c'est initialement. Je dis initial. Pourquoi? Parce que initialement, le S, maintenant, il est avec B. Bon, il ne faut pas oublier que B, c'est dans cette direction aussi. Et à l'instant initial, voilà le S initial. Je vais dire le S0, initialement. Mais après un instant donné, j'aurai que ça va tourner dans la sens de Z, ça va être orienté comme ça. Donc voilà maintenant un instant T quelconque. Il n'est pas l'instant initial. Et j'aurai donc mon S dans cette direction. C'est pas la situation qui est là. Là, c'est un peu plus tard. Après avoir tourné le S, donc il a tourné et il est comme ça. Donc voilà. Et la spire, il est comme ça. Donc ça correspond à cette situation-là. Mais je fais le schéma pour un instant T quelconque. Là, c'est à instant T, AT. Voilà ce qu'on a donc dans cette direction, la direction du cadre là. Et le S, il est perpendiculaire. Bien. Donc, il va faire un angle θ que je vais appeler θ avec EX. Donc, je répète. Au départ, c'était comme ça, S comme ça. Maintenant, c'est S qui tourne. On peut oublier le cadre maintenant. On peut voir que le S, il est comme ça, et la tournée, elle est là. On va voir que le rouge. Maintenant, on va mettre ça dans notre équation et dire que, parce qu'après, je vais dériver par rapport au temps. Donc, il faut faire apparaître le temps là. Donc, tout ce que je peux dire en premier lieu d'abord, c'est que c'est un BS. La cosinus θ, c'est l'angle entre les deux. Oui. Je peux le mettre sous cette forme-là, cosinus θ. Voilà. Et on vous dit que, bon, je vais toujours ma référence, c'est ça. Je vais dériver par rapport au temps. Le B ne dépend pas du temps. Le S, la surface S, c'est pas sa direction, mais son module ne dépend pas du temps. Parce que la spire ne se déforme pas. Donc, il a la même surface toujours. C'est l'angle qui dépend du temps. Alors, je peux dire que ce θ, donc, est égal à θ de t. Comment il varie? Tout simplement, θ égale, s'il y a une rotation uniforme par rapport au temps, c'est uniquement oméga t. Bien sûr, plus un θ0, qui est égal à 0, parce que, bon, ça commence à partir de 0. Voilà, ça c'est très important parce que c'est la dépendance que je cherche en fonction du temps. J'aurai donc phi b égale à bs cosinus oméga t. Voilà, ça c'est très important. J'ai un flux maintenant qui varie en fonction du temps. Parce que sinon, il n'y aura pas phénomène d'induction. Donc, puisque phi b est variable, j'ai un phénomène d'induction. Donc, la force électromotrice E est égal à moins d de phi b sur dt. Ça va être maintenant égal à moins bs. La dérivée de cosinus, c'est oméga fois moins sinus. Voilà. Donc, en fin de compte, j'ai E égal à bs oméga sinus oméga t. Voilà ma force électromotrice. Alors, le sinus, c'est le sinus de oméga t, tout ça. Le sinus de oméga t. Donc, on a bien un E qui varie en fonction du temps d'une manière sinusoïdale. Et ça veut dire que ça peut être positif, négatif, etc. parce que ça tourne.
Et ça, c'est très différent par rapport au problème des rails de Laplace, où on avait quelque chose de... C'est exactement presque le même problème, sauf que là, il y a une translation. Et là, il y a une rotation. Vous savez, du point de vue technologique, ça, c'est plus pratique par rapport à ça. Parce que ça, il faut donc avoir de l'espace pour tirer pour une longue distance, pour produire de l'électricité, par exemple. Mais là, on peut produire de l'électricité à partir d'une énergie mécanique, à partir d'un moteur, à partir d'une rotation. Et c'est ce qu'on cherche. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup d'espace pour le faire, comme ici. Bien, donc revenons à notre problème. Donc, ça, c'était la question numéro 1, tout simplement. La question numéro 2, on vous dit de faire un schéma du circuit électrique équivalent. Alors, circuit électrique équivalent. Pourquoi on vous dit équivalent? Parce qu'initialement, il n'y a pas de générateur là. Et donc, il faut introduire le générateur équivalent à ce phénomène d'induction. Donc, je vais tout simplement dire que c'est un circuit comme ça. Il ne contient qu'une résistance, c'est tout. Rien du tout, c'est juste la résistance qu'il contient. Donc, il contient une résistance. Et puis, ça tourne. Il se referme, bien sûr. Après, il se referme, mais moi, je vais le fermer comme ça. Voilà mon circuit. Là, ma résistance. Seulement là, il faut ajouter cette force électromotrice. Donc, je vais ajouter là. C'est-à-dire que ça, c'est l'équivalent de la force électromotrice. Donc, il va apparaître dans le circuit. Ici. Et on a une direction, donc on vous donne une direction, c'est dans ce sens-là. Donc, je vais mettre ma direction. Qu'on nous donne, la direction, c'est la direction positive. Donc, ça sera la direction du courant. Donc, il va apparaître après. Il doit y avoir un courant qui va apparaître. Donc, c'est ça le circuit équivalent. Donc, I égale courant induit. Maintenant, troisième question, c'est à partir de la loi des mailles, déterminer le courant induit, ce courant-là. Donc, à partir de la loi des mailles, donc on va essayer de déterminer le courant induit. Donc, on a dit donc il y a une résistance ici et il y a une force électromotrice qui apparaît par variation du flux. Troisième question donc. La loi des mailles. Donc, on n'a qu'une seule maille ici. Cette maille, on va l'orienter dans cette direction, dans la direction du courant. Oui. Et on va essayer de faire la loi des mailles. Donc, si je le fais, donc, ça donne tout simplement E. Je vais rencontrer E ici. Donc, E. Donc, la somme sur toutes les différences de potentiel algébriques égale 0. Quand je dis algébrique, ça veut dire qu'il peut y avoir un signe plus ou un signe moins. Alors, dans le sens de cette force électromotrice, donc il y a un plus. Donc, c'est E. Mais quand j'arrive là, je sais que quand le courant passe comme ça, j'ai une différence de potentiel UR qui est égale à RI. Dans ce sens. Avec cette convention qui s'appelle la convention ici, convention récepteur pour cette résistance. Et donc j'ai un signe moins. Moins RI, oui, donc est égal à 0. Vous voyez que le UR c'est dans ce sens-là, donc c'est moins RI, qui est égal à 0. Voilà, ça sera la loi des mailles, donc plus simple possible. Ce qui implique, donc on vous dit aussi déduire à partir de la loi des mailles, elle est très simple comme ça, déduire le courant I induit. Donc I est égal tout simplement E sur R. Ce qui implique que I égale, je prends la valeur qu'on a trouvée pour E, c'est BS oméga sinus oméga T. Donc ça sera BS oméga sinus oméga T divisé par R, résistance R. Voilà notre courant induit. Donc vous voyez bien que c'est un courant sinusoïdal. Entre parenthèses, courant sinusoïdal. Simplement alternatif. Bien. Alors, quatrième question.
Quatrième question. Calculez le moment M du dipôle magnétique représentant la spire. Alors, le moment magnétique de la spire. On a dit, ça, on l'a vu. Donc, chaque spire, il correspond, on peut lui associer à un moment magnétique. Moment magnétique de la spire. Parce que la spire, c'est équivalent à un dipôle magnétique. On a dit ça. Un dipôle magnétique. De moment, n'importe quelle spire, comme ça, parcouru par un courant, donc on lui fait associer un moment magnétique. Bon, ça c'est, s'il est dans le plan comme ça, le moment sera perpendiculaire et sera dans la direction compatible avec ce sens du courant. Donc si j'ai un I ici, comme ça, alors le vecteur S sera enfoncé, perpendiculaire à ça, et donc ça lui correspond à un moment, par définition, c'est tout simplement I fois S. C'est ça la définition du moment magnétique. Donc, qu'on a vu dans le cours du champ magnétique. Bon, bien sûr, ça c'est l'équivalent aussi si j'ai un dipôle électrique, vous aurez Q fois la distance NP, le vecteur NP, du négatif vers le positif. Mais là, je n'ai pas de charge magnétique. Qu'un dipôle magnétique, comme ça, je le représente par ce M ici. Bien, alors dans notre cas, le moment est égal, le courant I, voilà, et le S. Alors le S, dans notre cas, on a donné le vecteur, mais on n'a pas donné la direction. La direction, c'est donc ce sens-là. Je peux dire ça, donc c'est un vecteur qui est dans le plan EX et Y. Et donc je peux tout simplement dire que je peux déterminer ses composantes. Oui, je ne vais pas le laisser comme ça. Je détermine ses composantes. Donc c'est S, facteur. De quoi? Ce vecteur-là, il aura une composante cosinus θ sur EX et sinus θ sur EY. Donc ce sera tout simplement cos θ EX plus sinus θ EY. Et j'exprime tout en fonction du temps. Donc θ c'est oméga t. θ c'est oméga t. Donc le moment sera I. Je remplace I par sa valeur. Je vais tout exprimer. Ça sera donc BS oméga sinus oméga t sur la résistance R, multiplié par la surface S, multiplié par cosinus oméga t EX, plus sinus oméga t EY. Voilà. Donc en fin de compte, j'aurai le M égale, donc je vais mettre le B, S carré, oméga, sinus oméga t sur R, et puis cosinus oméga t EX, plus sinus oméga t EY. Donc il est dans le plan EX et Y, mais il a deux composantes qui changent en fonction du temps. Voilà, le moment de la spire. Il est selon S. Donc aussi le moment, c'est dans ce sens-là, si vous voulez aussi. Et aussi, je peux mettre le moment M ici. Il est parallèle à S, comme vous voyez ici. Bien. Alors, la question suivante, cinquième question. Alors, cinquième question, quelle est la puissance électrique consommée par le circuit? Alors, puissance. Donc, on va revenir à notre circuit électrique consommé par le circuit. Alors, ça sera tout simplement puissance électrique, comme vous savez, on l'a déjà fait. C'est la différence potentielle multipliée par le courant, c'est-à-dire la différence potentielle aux bornes du générateur, qu'on a donc un générateur fictif qui est E, et le courant c'est I. C'est tout. Donc le circuit là, c'est E fois I.
C'est ça la puissance donc, de ce circuit. E fois I. Donc, qui est égal. Alors, le E, je remplace par sa valeur. C'est BS oméga sinus oméga t multiplié par le I. On l'a ici. C'est BS oméga sur R sinus oméga t. Donc, la puissance électrique, en fin de compte, égale, alors BS, donc c'est B carré, S carré, oméga carré, sur grand R, sinus carré, oméga t. Donc ça, c'est la puissance électrique consommée dans le circuit. Et il y a là une autre question, c'est calculer le moment du couple de Laplace. Donc ça, c'est électrique. Ça, c'est électrique. Maintenant, on va voir le côté mécanique. Donc c'est dans la 6e question. Donc c'est le couple de Laplace agissant sur le cadre mobile. Donc ce cadre mobile il va être sujet d'un couple de Laplace dû à ce courant-là, donc qui va apparaître. Alors couple de Laplace. Donc une fois que tu as un circuit qui contient un courant, tu le mets dans un champ. Donc voilà, je rappelle, si tu as un circuit avec un I ici, tu le mets dans un champ B. Donc automatiquement, on a vu ça, tu as une force de Laplace. IDL vectoriel B, DF. Et si maintenant j'ai tout un dipôle avec un moment M, donc ça c'est le cas le plus simple, mais si j'ai un dipôle donc avec un moment M, c'est comme le cadre ici, donc il pourrait faire quelque chose de compatible, donc ce sera dans ce sens-là. Oui. Juste pour faire une illustration. Tu as toujours un champ magnétique B uniforme, non? Alors maintenant, j'ai bien sûr plusieurs forces de Laplace sur chaque segment-là. Je rassemble tout en disant qu'il y a un couple de Laplace. Donc un couple de Laplace. Donc on vous dit que c'est un couple de moments. Donc ça, on vous le rappelle dans l'énoncé. On vous dit, le moment de ce couple-là, c'est le M de ce dipôle-là, dipôle magnétique, cette spire vectorielle B. Donc c'est ce qu'on a vu aussi dans le cours. On l'avait déjà vu dans le cours du champ magnétique. Donc, couple de Laplace, je vais juste prendre cette expression-là, gamma L égale le moment que j'ai, vectoriel B. C'est tout. Donc, c'est une force qui va apparaître, c'est un couple de forces qui va faire tourner le cadre. Donc, est égal, alors le moment, je l'ai déjà explicité, il est là. Donc, je vais le réécrire. Ça va être B S carré oméga sur grand R sinus oméga t facteur de cos oméga t EX plus sinus oméga t EY vectoriel B. Alors, où est-ce qu'il est B? B, il est selon EX. Donc, BEX, c'est tout. Voilà. C'est un vecteur donc, qui est le résultat d'un produit vectoriel. Je vais essayer donc de faire explicitement ce produit vectoriel pour obtenir en fin de compte quoi? Alors, EX vectoriel EX, ça donne 0. Donc, il n'y a pas de contribution de ça. Il n'y a contribution que de ça. Donc, il y a un sinus. Voilà, je vais mettre donc B S carré oméga sinus avec sinus, donc c'est un sinus carré oméga t divisé par grand R et puis EY vectoriel EX. En fait, on sait que EX vectoriel EY ça donne EZ. Donc EY vectoriel EX c'est moins EZ. Donc c'est moins EZ. Donc gamma L. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc ça veut dire que vous avez un couple qui fait tourner, qui va essayer de faire tourner le cadre
dans le sens de EZ, mais dans le sens de moins EZ. Autrement dit, une fois que le courant apparaît, donc ce qu'il va faire, ce courant-là, c'est qu'il va essayer de tourner le cadre, pas dans le sens de moteur, mais dans le sens inverse du moteur, c'est-à-dire c'est dans le sens de moins EZ. Et donc il va s'opposer aux causes. Et ça, c'est compatible avec la loi de Lenz, qui dit que les effets ils vont être de sorte qu'ils soient opposés aux causes. Donc le courant qui va apparaître va induire une certaine résistance à ce moteur-là. Oui, il doit fournir de l'énergie pour faire tourner ce cadre. Donc il doit y avoir une force qui s'oppose à celui-là, c'est la force du couple de Laplace. Donc Sini moins compatible avec la loi de Lenz. Alors, la loi qui me donne ça, c'est la loi de Faraday, c'est la loi d'induction. Il y a tout ici. Mais le cas simple de la loi de Lenz, il parle que de signes, il parle que du sens de l'induction, de l'effet d'induction. Il dit que ça va être opposé aux causes. Et donc, je vais tout simplement dire que gamma L, je vais écrire opposé au moteur, à l'effet moteur de oméga. Et voilà. Donc, c'est la question 6. Maintenant, on a fini les questions que normalement ils sont programmées pour le TD. Mais il y a deux autres questions où vous avez des questions optionnelles. Donc, les deux autres questions, je m'excuse, je n'ai pas imprimé toute la copie de l'énoncé. Donc, je vais lire l'énoncé de la question 7. Alors, la question 7, il vous dit que calculer la puissance mécanique du couple de Laplace. Donc, mécaniquement, ce couple-là, si j'essaie de calculer sa puissance mécanique, ça va être quoi? Alors, on vous dit on rappelle que la puissance d'un couple agissant sur un objet qui tourne à la vitesse angulaire oméga est égal à gamma fois oméga. Alors, on a dit que si on a un objet qui est animé d'une vitesse v, sous l'effet d'une force F, par exemple, n'importe laquelle, bon, je peux dire que ça, c'est la force F, et puis V peut être dans ce sens, donc pas obligatoirement aligné. Oui. Alors la puissance, ça sera F scalaire V. Alors quand on a un objet, c'est n'importe quel objet, qui tourne autour d'un axe, oui, autour d'un axe avec un vecteur de rotation oméga, sous l'effet d'un gamma, d'un couple gamma, il peut être dans n'importe quelle direction. Alors la puissance dans ce cas-là, au lieu de F, je mettrai gamma, et au lieu de V, on mettrait oméga. C'est tout. En tout cas, on vous donne cette formule. Donc c'est ça la puissance de couple de Laplace. Alors, la puissance du couple, de Laplace est donnée par, d'après l'énoncé bien sûr, donné par puissance, je mettrai L, puissance du couple de Laplace, est égal à gamma L, le couple de Laplace lui-même, scalaire, notre vecteur oméga qu'on vous donne. Donc j'ai l'expression pour les deux. J'ai le gamma L, voilà, moins bs carré oméga sur R, donc c'est moins b s carré oméga sur R, sinus carré oméga t, il est selon EZ, produit scalaire. Scalaire, le oméga c'est tout simplement oméga selon EZ, d'après l'énoncé aussi. Donc ça c'est un produit scalaire. Donc, en fin de compte, PL égale, je vais prendre l'oméga, je vais mettre là, donc moins B S carré, et donc moins BS carré, oméga, oui, sur R, un sinus carré, donc oméga carré, oui, et un sinus carré,
oméga t. Bien. Alors, je vais essayer, donc je vais encadrer ça. Donc, le EZ scalaire EZ c'est 1, donc ça c'est notre puissance donc, de Laplace. Le moteur de Laplace. Donc ça c'est côté mécanique. On avait déjà calculé la puissance du côté électrique. Maintenant, ça c'est la puissance mécanique de la force de Laplace. Donc, question 8, il est prévisible, qu'est-ce qu'on vous dit dans cette question? Si on suppose que le moment du cadre se fait sans frottement, montrez que la puissance mécanique est convertie en puissance électrique. Si là, j'ai dit que puissance mécanique convertie en puissance électrique, ça c'est l'objet d'un moteur. C'est l'objet d'un moteur. Dans un moteur qui va tout simplement créer donc une force, il va convertir la puissance mécanique du moteur, il va être converti en puissance électrique. Ça veut dire tout simplement que cette force de Laplace, dans ce cas-là, c'est un cas particulier, mais je vais tout simplement faire pour illustration, elle va me donner une puissance électrique. Donc, je dois avoir la puissance de Laplace en valeur absolue égale à la puissance électrique. Par conservation d'énergie, parce on dit qu'il n'y a pas de frottement, donc il n'y a pas de perte. Donc ça, c'est une conservation de l'énergie, tout simplement. Reste à confirmer. Donc il faut voir, on va tout simplement voir. Ça, c'est la puissance de Laplace. Et ça, c'est la puissance électrique. Donc on va comparer, on va poser l'une à côté de l'autre et on va voir. Voilà, il y a un sinus carré, c'est bon, il y a un oméga carré, il y a un S carré, il y a un R, il y a un B, alors qu'il y a un carré. Donc, je ne peux pas dire tout simplement qu'ils sont différents. Je peux dire que c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème d'unité. Donc, on ne peut jamais avoir une puissance avec un B carré et une autre puissance avec un B, donc l'une est fausse. Donc, j'essaie de trouver la faute, j'essaie de retracer où on a fait l'erreur. Donc, il manque un B carré. Donc, le B... Donc, on a calculé le gamma L, oui, le gamma L, on l'a calculé là. Il y a bien un B ici, mais effectivement, il y a un B et un autre B là. Donc, il y a un B carré, donc je corrige, c'est un B carré. Donc, et là aussi, je corrige. Donc, voilà. Donc, on a rectifié, donc ils ont bien la même valeur absolue. Donc d'après les expressions, donc je l'appelle 1. Et là, je l'appelle l'expression 2. D'après 1 et 2, on a bien P, Laplace égale P électrique. Et j'encadre. Donc, autrement dit, résumé, c'est que la production d'électricité, surtout dans les barrages, donc dans les barrages, vous imaginez que ça tourne grâce à une chute d'eau dans le barrage qui va faire tourner des turbines ici, et donc de grosses turbines qui vont être tournées, et il y aura de l'électricité qui est produite là. Bien sûr, il y a des champs magnétiques là, des gros aimants qui sont là, et ça va créer donc de l'électricité. Donc on peut donc récupérer dans un circuit électrique et faire alimenter des villes par des courants électriques qui est alternatif, qui a la propriété d'être un courant alternatif. Voilà, je vous remercie de votre attention.